Au moment où je tourne cette vidéo, fin 2024, le cloud gaming et le remote play sont une nouvelle tendance et on pourrait même dire que c'est devenu une nouvelle manière de pouvoir apprécier, de consommer du jeu vidéo. Voyant cela, certains constructeurs ont même créé leur propre matériel, leur propre console pour permettre à leurs utilisateurs de pouvoir jouer par exemple à leur PS4, leur PS5 depuis leur canapé ou dans leur lit sans être face à leur TV. Salut, c'est Superboki et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser une console qui se positionne comme étant une console dédiée, spécialisée pour tout ce qui est remote play et cloud gaming. Mais avant de commencer, trois petites choses. La première, cette vidéo est à l'origine une collaboration avec la marque Absolute. Absolute, c'est ceux qui m'avaient envoyé cette manette. D'ailleurs, vous retrouvez le test par ici, que j'avais trouvé globalement très qualitative, notamment par rapport à son prix. J'en suis toujours pas déçu. Ils m'ont proposé de faire la review de la console en question, super content, mais mes expériences pendant les captations ont fait remonter plusieurs choses qui ont un peu entaché mon expérience. On va en parler. Je leur ai dit qu'en termes de positionnement éthique, je ne pouvais pas faire comme si ça n'existait pas, que ce serait mentionné dans cette vidéo, et je leur proposais donc, bah voilà, on arrête le partenariat, je vous renvoie la console. J'ai eu un retour assez surprenant où ils m'ont dit qu'ils me remerciaient pour mon professionnalisme, et que voilà, je pouvais faire la vidéo, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et là, ça va vous intéresser. On a même trouvé quelque chose d'un peu plus intéressant pour vous que de leur envoyer la console. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous voyez où je veux en venir. Le second point, tournage assez compliqué, c'est la troisième fois que je fais de la captation. La dernière fois était censée être la bonne, mais il y a eu un souci au niveau du micro, donc bah on va recommencer. Et le troisième point qui va être aussi la partie qui va introduire cette vidéo, c'est bien comprendre ce que propose cette console Cloud Gaming Remote Play. On va essayer d'être assez concis et compréhensible pour le plus grand nombre. Lorsqu'on parle de Cloud Gaming, de Remote Play, il y a une chose qui est commune, c'est que la puissance de calcul pour faire tourner un jeu vidéo dans de bonnes conditions, des bons graphismes, une bonne fluidité, tout ça ne va pas être géré directement par la console, mais depuis une autre machine. Lorsqu'on est en cloud gaming, on sera par exemple sur les serveurs de Nvidia, de Microsoft, où ils auront des machines qui feront tourner les jeux, et vous aurez du streaming de cette machine vers votre console portable. En remote play, cette fois-ci ce ne sera pas des serveurs de Microsoft, d'Nvidia ou de qui vous voulez, ce sera par exemple votre ordinateur, votre PS4, votre PS5, votre Xbox, et vous aurez l'image streamée depuis votre console. Maintenant que vous comprenez un peu la logique du remote play du cloud gaming, vous comprenez qu'il y a une notion de passerelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en direct en train de jouer manette console. C'est soit sur des serveurs distants, soit sur une console, un ordinateur qui va être chez vous, mais vous n'êtes pas directement dessus. Vous êtes à côté, dans une autre pièce, avec votre console portable, en train de regarder ce qui est généré par la console. En termes de réactivité, vous n'aurez pas une expérience optimale, qui peut être assez compliquée, notamment si vous faites du jeu compétitif. Le but lorsqu'on fait du jeu compétitif, c'est d'optimiser chaque chose. Avoir la connexion la plus rapide possible, le moins de latence possible, avoir du matériel le plus performant possible. Donc là, si vous faites du jeu en streaming, il y aura forcément une latence dès lors où il y aura du streaming. Et ici, en plus, en Wi-Fi, on n'a pas forcément une qualité et un flux qui sera des plus optimales. J'ai vraiment souhaité éclairer ce point parce que j'ai vu des créateurs de contenu qui dressaient un avis très négatif sur cette console en disant bah écoutez, cette console elle a l'air bien, mais par contre moi j'ai une connexion pourrie chez moi et du coup c'est pas top pour jouer. Bah mec, si t'as pas une bonne connexion chez toi, tu vas pas prendre une console qui est faite pour faire du remote play ou du cloud gaming. Ça a aucun sens. Si on voulait imaginer les choses, en gros la personne elle a une Ferrari, une piste de course pour elle toute seule, ou elle peut rouler à fond, mais elle reste en première. Ah bah on peut pas aller plus vite, sa voiture est vraiment nulle. Bon, je dis pas que la console que je vais vous montrer est une Ferrari. Je dis juste que si on n'a pas tout ce qu'il faut pour bien la piloter, on la prend pas. Vous me direz à quel point cette analogie est bancale. Hein. On présente la console. La Absolute One, une console qui se veut comme la référence pour pouvoir faire du cloud gaming, du remote play. Elle m'a été envoyée avec une housse et également des grippes pour pouvoir mettre sur les sticks analogiques. Cette console, elle existe en blanc comme ça ou en noir.
Moi perso, j'ai choisi le blanc. Ça fait un look un petit peu PS5, PS Portal. Elle est hyper fine. Je vous laisse regarder. Et il y a juste des excroissances ici pour avoir la console le mieux en main possible. Sur ce format, d'un point de vue esthétique, je trouve que c'est très correct. Par contre, quand on fait des sessions de jeu un peu longues, j'avoue avoir un peu un creux au niveau de la prise en main. Et je dirais pas que c'est inconfortable, mais c'est pas super intuitif. J'aurais bien voulu avoir quelque chose qui épouse totalement les mains et qui n'y ait pas de creux qui se fasse ici. Au niveau des gâchettes et des sticks analogiques, la technologie Hall est embarquée, ce qui évite, pour ceux qui ne savent pas, d'avoir des effets de drifting, donc de perte de précision notamment au niveau de nos contrôles. Donc c'est plutôt bienvenu encore une fois. Pour moi, bon point, les gâchettes, elles sont super précises et elles sont assez larges dans le sens où, par exemple, si on joue à un jeu comme Forza, j'avais vraiment un bon ressenti au niveau de tout ce qui était accélération, freinage et une bonne précision au niveau de la gâchette. Là où l'expérience a été un peu plus, mitigée pour moi, c'est par rapport au joystick. Pour que vous voyez bien, en fait, ces joysticks, ils ont une toute petite course. Contrairement à des joysticks de manette, pour moi, c'est des joysticks beaucoup plus classiques de manette, là où ceux-là, ce serait plus comme des sticks de Nintendo Switch. Je suis pas habitué, donc d'un point de vue précision, j'ai un peu peiné. C'est quelque chose de personnel, voilà, on parle pas d'objectivité, c'est mon ressenti. Des sticks comme ça avec des toutes petites courses, je suis pas familier. La croix directionnelle, elle est un petit peu incurvée. En termes de précision, ça fait le job. Après, j'ai pas joué des jeux très exigeants d'un point de vue précision sur la croix directionnelle. On a 4 boutons de contrôle au niveau de l'écran. Ils sont pas gênants pendant le jeu, on n'appuie pas par accident dessus. Les touches A, B, X, Y ici sont un poil plus petites, j'ai l'impression, que sur leur manette de jeu. Tac. Moi, j'ai pas des gros doigts, donc ça m'a pas forcément gêné dans leur utilisation. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les petits boutons, donc je préférais le mentionner. Sur la tranche supérieure, on va retrouver le bouton d'alimentation, le plus et le moins pour le volume, ainsi que le micro. Le micro, sans être aussi qualitatif que quelque chose comme ça suffit largement pour pouvoir échanger lorsqu'on joue en jeu multi. Et sur la tranche inférieure, on va avoir le port USB-C pour la charge et pour le transfert de données, une prise de jack si on souhaite mettre un casque qui ne soit pas en Bluetooth, et un emplacement pour pouvoir mettre une carte micro SD pour pouvoir étendre le stockage. On a ici et ici 2 emplacements pour les haut-parleurs. Par rapport à comment vous positionnez votre main, on n'étouffe pas trop le son, donc c'est très correct. Même si pour une meilleure expérience possible, le casque c'est quand même mieux. Et l'écran. L'écran qui est pour moi la vraie belle surprise de cette console. Un écran avec une diagonale de 16 pouces avec une résolution de 1920 par 1080p, tactile 60 Hz. Pour tout ce qui concerne le matériel d'un point de vue visible, les sticks, pas super fan, la croix directionnelle, précision moyen, mais le gros banger, pour moi, c'est cet écran qui est vraiment pour moi très qualitatif. Même en session de jeu, lorsqu'il y a un peu de soleil, ça reste visible, c'est tactile, c'est du 16 neuvième en Full HD, très bonne surprise. Pour ce qui est dans la machine, mais qui n'est pas visible, on va avoir des choses à dire. Des choses positives, des autres un peu plus discutables. On va commencer par le positif et une batterie qui permet de pouvoir tenir jusqu'à 8 heures en jeu. Comment ça? On peut tenir 8 heures en jeu en faisant du gaming? Oui, parce que comme je vous l'ai dit, la puissance de calcul est déportée sur notre machine. Là en fait, vous regardez juste votre jeu en streaming, plus bien entendu les contrôles qui font une interaction avec le jeu. On peut donc assez confortablement tenir entre 7 et 8 heures en session de jeu en faisant du cloud gaming ou du remote play. C'est pour moi le point le plus positif au niveau du hardware non visible. Le Wi-Fi. On est sur une technologie en Wi-Fi 5 dual band. Je me pose la question concernant ce choix. Dans la plupart des foyers, on est sur du Wi-Fi 6, voire du Wi-Fi 7. Et le delta de prix entre du Wi-Fi 5 et du Wi-Fi 6 sur la techno à mettre dans la console est pas énorme. La technologie MuMimo est incorporée. Cette technologie a vocation d'améliorer la stabilité
du flux entrant et sortant entre votre console, la carte Wi-Fi et là vous allez prendre internet sur votre box, mais on reste limité technologiquement à ce que va pouvoir permettre le Wi-Fi 5. On pourrait penser vaut mieux à un Wi-Fi 5 stable plutôt qu'un Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 un peu plus comme ça. Pour moi, le problème, c'est que je pense que s'ils avaient mis une technologie Wi-Fi plus récente, le processeur n'aurait pas pu gérer tout le flux de données qui transiterait. C'est ma théorie. Parce que oui, il est là pour moi le gros point noir d'un point de vue matériel, c'est le processeur intégré à cette console, le MT8365. Je vais vous montrer un peu les specs de ce type de processeur. C'est un processeur avec une architecture ARM, c'est le même type d'architecture qu'on pourrait trouver notamment sur des téléphones portables, des tablettes. Je suis donc allé sur un site qui fait des tests, des benchmarks de CPU pour essayer de le positionner par rapport à d'autres et voir un peu ce qu'il propose. On voit que c'est un processeur avec 4 cœurs, 4 threads, une fréquence qui peut aller jusqu'à 2 GHz. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas trop, je leur parle chinois. Ce qu'ils peuvent voir par contre, dès à présent, c'est que sur une liste de 4886 CPU, il est 3574e. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans le low tier des processeurs. Après, il faut prendre ce classement avec des pincettes, dans le sens où il n'y a pas de logique à comparer un processeur dans cette machine dédiée au cloud gaming avec le processeur d'un PC qui ferait tourner, par exemple, le futur GTA 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais comparer ce processeur avec un processeur de téléphone portable qui aurait déjà plusieurs années. Je me suis dit, on va chercher un vieux téléphone, le Redmi Note 5. Donc c'est un téléphone qui a au moins 6-7 ans et le processeur, c'est un ARM Cortex A53. Alors, à gauche, notre processeur paru fin 2023 et à droite, le processeur du Redmi Note 5 qui était déjà un téléphone relativement entrée de gamme. En termes de CPU marque, on voit que le Redmi Note 5 est plus performant que le processeur de la Absolute One. Ce résultat, sans être expert sur tout ce qui est lié au processeur, il va quand même amener à certains questionnements. En effet, le Redmi Note 5 n'a pas les mêmes vocations que la console de Absolute, mais il faut se dire que d'un point de vue technologique, on a ici sur une console neuve sortie il y a peu, un processeur qui sera moins puissant qu'un téléphone entrée de gamme sorti il y a 6 ou 7 ans. Même si votre console n'a pas à gérer les appels, les photos, le système d'exploitation, c'est Android, comme sur le Redmi Note 5, et on va quand même solliciter le Wi-Fi, le Bluetooth, l'écosystème Android, avec un processeur qui, pour moi, est vraiment très limite. Hormis le processeur côté matériel, on va avoir 4 Go de RAM en DDR4, le Bluetooth 5.0, qui est suffisant notamment pour connecter des écouteurs Bluetooth, le support du gyroscope, et voilà pour tout ce qui va concerner le hardware invisible. Côté logiciel, je vous l'ai dit, on va être sur une version de Android installée sur la console avec Android 12. Et il y a eu des versions depuis. S'il y a une nouvelle version d'Android, c'est aussi en partie pour faire des patchs de sécurité. C'est pourquoi sur une console qui sert pour faire du remote play, du cloud gaming, n'allez pas installer des applications bancaires. Faisons preuve d'un peu de bon sens. Ici, j'ai juste fait une analyse factuelle sur le matériel de la console et sur le système d'exploitation embarqué, à savoir Android 12. Et on s'interroge déjà quand même sur les choix et sur la viabilité d'un tel système. Parce que le problème d'être sur Android 12, aujourd'hui on est sur Android 15 depuis septembre 2024, c'est que les applications que vous allez installer depuis le store Google, au bout d'un moment, vous diront peut-être, dans 6 mois, 1 an, ah bah non, c'est pas compatible avec Android 12. Et si la console propose pas une mise à jour vers une version plus récente, ce sera plus compliqué d'installer des applications, faudra passer par des stores alternatifs, et une personne qui n'est pas forcément dans la bidouille, tout ce qui est informatique, dira ma console, ça y est, elle est obsolète, on peut plus rien en faire. J'espère qu'ils vont proposer une version d'Android plus récente, compatible avec ce modèle-là, parce que je me dis qu'en termes d'obsolescence, si rien n'est proposé, à terme, la console elle sera mise dans un coin et elle servira plus. On va poursuivre notre analyse. La console a été restaurée en paramètres d'usine et on va faire les premiers paramétrages en vue de pouvoir l'utiliser.
On laisse le système s'initialiser et on se retrouve une fois la console paramétrée. Ok, j'ai fini la préparation du côté Android, Google. Maintenant, on accède au paramétrage lié spécifiquement à l'environnement de la Absolute One. J'ai d'ores et déjà accès au contrôle. Je l'ai pas dit, on peut personnaliser le rétroéclairage des touches. C'est gadget, mais bon, c'est bienvenu. Et voici le launcher de la Absolute One. On va donc avoir le Google Play pour tout ce qui est téléchargement d'applications Android. Dans Absolute Essentials, les essentiels Absolute, ce sera donc les applications qui sont recommandées pour tout ce qui est lié au Remote Play ou au Cloud Gaming. Parmi les plus connus, on a le Steam Link pour pouvoir jouer à votre bibliothèque de jeux Steam sur votre PC sur cette console. On va avoir le PS Play pour pouvoir faire ce que propose par exemple la PS Portal mais sur la console d'Absolute. Le Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna pour le Cloud Gaming d'Amazon. Et c'est donc ici qu'on peut comprendre un des avantages d'une telle console. C'est la possibilité de pouvoir faire du Remote Play, du Cloud Gaming sur toutes les plateformes. J'ai parlé du PS Portal, c'est un environnement assez fermé dans l'écosystème de Sony. Et c'est pas dans leur intérêt de vous dire hey, vous savez, vous pouvez jouer à la Xbox ou vous pouvez jouer à Steam depuis la PS Portal. On les comprend. Sur une console qui n'appartient pas à un de ces constructeurs, eux, leur intérêt, c'est de vous proposer de pouvoir jouer à tout depuis leur matériel. Moi, lors des précédentes captations pour cette vidéo, je me suis attardé sur le Steam Link, sur GeForce Now, sur l'application pour pouvoir jouer à la PS4 en Remote Play et sur Moonlight. On en parlera tout à la fin de Moonlight. Et ce que je peux vous dire, d'une part, c'est que c'est fonctionnel, mais, malheureusement, en termes de latence, en termes de décrochage, sur chacune de ces interfaces, j'ai eu des soucis. Avant d'aborder ces différents problèmes, je précise que mon réseau à la maison est très fiable. Je suis raccordé à la fibre avec un débit qui peut aller jusqu'à 8 gigabits. J'ai du Wi-Fi 7, donc là ça sert à rien parce que c'est du Wi-Fi 5. Mais lorsque j'ai réalisé les tests, je me suis mis dans mon salon au plus près de ma borne Wi-Fi et la force du signal était excellente. Donc d'un point de vue environnement réseau, j'étais très bien. On va commencer par le cloud gaming avec GeForce Now. L'expérience a été mitigée d'une part parce que j'ai que l'offre gratuite de GeForce Now et pour ceux qui l'ont déjà essayé, c'est un peu chiant parce que tu as des files d'attente pour pouvoir rejoindre des serveurs de jeu. Mais bon, là, c'est pas la faute de la console. Mais lorsque finalement j'étais en game, je mettrais peut-être une incrustation de la game que j'ai fait. Non. J'ai fait Fortnite pour la première fois de ma vie. J'ai rien compris. Mais lorsque j'étais en jeu, au début, ça se passait globalement bien. Et au bout d'un moment, j'ai eu certaines latences en jeu. Et je me suis dit, c'est pas un jeu qui est très gourmand. Mais bon, de toute façon, c'est pas gérer la puissance au niveau de la console. C'est sur les serveurs de Nvidia. Mais entre le moment où je faisais une action et le moment où ça se passe à l'écran, et même parfois il y avait un petit décalage. Donc en effet, c'est une affaire de millisecondes, mais ça peut être frustrant. Le Steam Link, donc là on est sur du Remote Play, où j'ai mon PC fixe qui est ici, avec le client Steam de correctement configurer dessus. La connexion via Steam Link fait très simplement. Là je dois vous le dire, ça fonctionne très très bien la connexion. On a donc accès grâce à cette application à l'interface Big Pictures de Steam, qui permet de voir tous les jeux accessibles avec l'application Steam Link avec lesquels je peux jouer sur l'Absolute One. En termes d'expérience en jeu, c'était globalement très positif. J'ai eu beaucoup moins de latence parce que là on est sur mon réseau local et je suppose que c'est beaucoup plus simple à traiter que du cloud gaming. Le seul petit bémol, c'était au niveau de l'interface. Parfois, malheureusement, je quittais le mode Big Pictures en faisant une mauvaise combinaison. Et on se retrouve avec mon ordinateur, le bureau de l'ordinateur à ce niveau-là. Et il faut essayer de retrouver l'interface Steam et la remettre. J'y arrive, mais je me mets toujours dans cette position d'une personne qui achète cette console parce qu'elle se dit je vais pouvoir jouer un peu de n'importe où et qui n'a pas forcément d'appétence avec l'informatique. C'est pour ça que pour acheter ce type de matériel, il faut bien savoir ce qu'on achète et ce qu'il faut être prêt à pouvoir faire. Et enfin, le Remote Play entre ma PS4 et l'Absolute One. J'ai lancé un FIFA, ça n'a pas été très bon. Après, j'ai vu sur des posts Reddit que l'application officielle qui permet de faire le Remote Play est pas ouf, mais j'ai préféré rester sur
la version officielle de la latence, du décrochage. J'ai même été déconnecté de la session de Remote Play. Donc là, je peux pas vous le recommander malheureusement. Mon petit chouchou, c'est Moonlight. Moonlight, c'est une application open source pour pouvoir faire du Remote Play. Vous allez donc installer une partie sur votre PC, sur votre ordinateur, et Moonlight sur votre Absolute One, et ça vous permettra de pouvoir gérer l'ensemble des jeux présents sur votre ordinateur depuis cette application. Là où avec Steam, bon ok, on peut ajouter des jeux non Steam dans la bibliothèque, mais Steam, il y aura l'écosystème Steam qui vaut ce qu'il vaut. Mais là, avec Moonlight, vous pourrez vous ajouter l'ensemble des jeux Steam, pas Steam. Ça pourrait être des jeux Epic Games, ça pourrait être des jeux que vous installeriez directement parce que vous avez le CD ou la disquette qui va bien. Bref, l'ensemble de vos jeux accessibles depuis Moonlight. Vous dépendez pas de Steam, c'est open source, donc c'est quelque chose que j'ai tendance moi à privilégier. Et en termes d'expérience, j'ai fait une partie de Left 4 Dead avec Moonlight. Comment vous dire? Ça a très bien fonctionné. Pas de latence plus que ça, comme je vous l'ai dit parfois, peut-être quelques frames qui sautent, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire quelque chose à frame perfect, on en a déjà parlé. Le seul souci, c'est que avec ces sticks tout petits, j'étais nul, j'arrivais pas à jouer, mais bon là le problème c'est plus le bonhomme que la console. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Ce type de console, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Il faut savoir ce qu'on achète. C'est une console pour faire du remote play, du cloud gaming, mais il faut garder en tête que l'expérience ne sera pas aussi bonne que si on est en direct sur sa console ou sur son PC. Le processeur qui n'est pas très puissant, ça se ressent même dans les menus de la console parfois quand vous passez d'un endroit à l'autre, il peut y avoir des latences. Et ça pour moi, c'est non. La console est récente, on est en 2024, donc même si elle se positionne entrée de gamme, moins cher que des alternatives chez d'autres constructeurs, moi, c'est comme pour les PC entrée de gamme, ça m'embête d'investir sur quelque chose qui pourrait déjà être presque obsolète. Mais cela étant dit, elle fait le job. Est-ce qu'elle pourrait faire plus? J'entends par là installer des jeux directement sur la console, regarder Netflix, parce que vu que c'est Android, on a le store Android, on peut très bien installer Netflix dessus. Est-ce qu'elle pourrait faire ça? Oui, mais... Alors, j'ai installé quelque chose d'alternatif à Netflix. C'est une solution auto-hébergée pour voir des films, des séries qui s'appelle Jellyfin. Bah écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Parfois un peu de temps au niveau du chargement du film ou de la série. Mais en lecture, pas de souci. L'écran de 7 pouces est vraiment très confortable pour la lecture de médias. Donc le soir, quand t'es tranquille, pépère dans ton lit, dans ton canapé, bah ça peut faire le taf largement. Pour les jeux sur la console, j'ai testé jeux 2D, jeux 3D. Jeux 2D, le superbe jeu Street of Rage 4 disponible sur les stores Android et où globalement, en fait, ça fonctionne très bien. C'est de la super belle 2D, c'est qualitatif, le jeu est incroyable. Il tourne correctement sur la console. Par contre, dès lors où vous voulez faire de la 3D dessus, c'est mort. C'est mort. Dès lors où ça doit gérer de la 3D, où ça va vite, c'est mort. Je sais qu'il y a une grosse commu émulation sur des consoles portables. On peut faire de l'émulation dessus, mais on va s'arrêter à la Super Nintendo. On va pas aller plus loin. N'espérez pas émuler, par exemple, Final Fantasy VII sur PlayStation. C'est non. Ça ne passera pas. Et elle n'est pas faite pour ça, je le rappelle. Console de cloud gaming, remote play. Voilà. Pour conclure cette vidéo, pour remercier ceux qui seront restés jusqu'à la fin, on va revenir à la conversation du début que j'ai eue avec la marque, où je leur ai dit, écoutez, moi la collab c'était compliqué, je vous rends la console. Où? Et ben le où c'était, où la console, je la garde pas pour moi et je la fais gagner à ma commu. Ils m'ont dit, ok, super idée, fais-le. Je suis donc super content de vous annoncer que cette console, elle est à gagner et le gagnant pourra se faire son propre avis sur la viabilité ou non de cette solution pour le cloud gaming et le remote play. Pour participer, ça va être très simple. Il faut être abonné à la chaîne, me suivre sur Twitter X, mettre un commentaire sous la vidéo pour aider au référencement et laisser place à votre imagination pour dire à quel point je suis un créateur génial et bienveillant. Et enfin, partager le tweet de participation pour ce jeu concours que je mettrai dans la description. Vous pouvez participer jusqu'au 20 décembre et le tirage au sort se fera pour Noël. Et oui, c'est aussi ça l'esprit de la chaîne. C'est sur ces belles paroles que cette vidéo de review honnête sur l'Absolute One se termine. Je tiens quand même à remercier une dernière fois la marque Absolute qui, malgré le fait que je les ai contactés pour leur dire écoutez, ça va être compliqué pour le partenariat, ils ont joué jusqu'au bout, ils m'ont dit
ok, si tu veux, la console, tu l'as fait gagner. Je trouve ça très bienveillant et très professionnel de leur part. Ils auraient très bien pu me dire, oh Coco, pas de vidéo, tu revois la console et blablabla. Bon, j'aurais quand même fait la vidéo, hein. Mais c'est important de souligner que voilà, on est créateur, on est pseudo-influenceur, je sais pas. Mais en tout cas, jusqu'au bout, moi je ferai des reviews honnêtes et je me laisserai pas influencer pour des raisons financières ou juste pour avoir du matos ou des vues. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à qui vous avez affaire. Et pour ceux qui sont tout nouveaux ici, bah on s'abonne, le pouce bleu, et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut!